Non, ça bloque. Ah, ça a l'air de marcher. On va voir si ça tient. T'as vu, ça a failli bloquer, mais après, bon. Bon, ben voilà, ça a l'air de marcher. Je sais pas ce qu'on a fait. Bon. D'inverser les câbles. Ouais, mais bon, c'était pas grand chose. Il devait y avoir un mauvais contact ou un truc comme ça. Bon, ben ça a l'air d'aller. Salutations à tous. Du coup, il faudrait que tu décales la page. Ouais. Tu vois, ça fige un peu. Ah bon? C'est moi ou ça rame? Mais pourtant, hein, c'est la boxe. Hein. Est-ce que vous nous voyez figer ou pas? Oh, je pense pas. Salut les jeunes. Sur la qualité d'image que vous avez. Ouais, un retour s'il vous plaît sur la qualité d'image parce que ça fige, on est Sinon, emmerdé. ça bug un peu. Et après on vous expliquera pourquoi. C'est Apple et Google, le géant Google, hein, qui croit que ça y est, c'est arrivé, c'est lui Dieu, et Apple. En fait, le géant Google impose des normes de sécurité à Chrome, mais le problème est qu'on peut se servir que de Chrome pour faire du live direct avec une caméra sur Facebook. Faut le faire, hein. Les autres ça marche pas, c'est que Chrome, voilà, hein, c'est que pour leur gueule, et il faut passer par eux, et on a toute liberté de passer par eux ou par eux. Donc ils imposent des règles de sécurité draconiennes. J'ai lu un article, là, ils n'hésitent pas à le dire, faut le trouver. Hein. J'ai demandé de l'aide pour savoir ce qui s'est passé. J'ai une caméra Brio 4K qui est de super bonne qualité. Ça marche pas avec elle parce que Chrome impose des règles de sécurité. Après, il y a Apple aussi, parce qu'on est sous Mac, il y a Apple aussi qui impose des règles de sécurité. Et ils veulent pas lâcher le morceau. Chacun veut montrer que c'est lui le plus grand, le plus fort, le plus beau, et qu'elle est plus grosse. Et ça me gonfle parce que ce sont des genres de trucs, ça. À la fin, les cons de l'histoire, c'est toujours les mêmes. Ce sont les consommateurs en deux mots. Hein, consommateurs. Voilà, on somatise leurs conneries. C'est comme s'ils pensaient à notre place et qu'on tombait malade à la leur. C'est du psychosomatisme bizarre, vous voyez. Bon. Bon, apparemment, l'image est nette. On Ouais, voit mais bien. en attendant, on est obligé à chaque fois de se piquer des colères. C'est terrible. On vit vraiment une époque où on prend le consommateur pour un con, hein, quoi. C'est clair. Voilà, et je le dis ouvertement parce que je sais qu'après je vais mettre la vidéo sur Facebook et je n'ai pas peur de le dire. On nous prend pour des bourrins, hein, voilà. On nous prend pour des vaches à lait et il n'y a pas que le gouvernement qui le fait, c'est tout le monde qui copie la méthodologie du gouvernement. Vous passerez par moi et vous n'avez pas le choix autrement. Donc voilà. C'est un peu flou et pas de coupure. Bon, ça, un peu flou, c'est la caméra qui est de moins bonne qualité, mais ça paraît même aberrant que l'on puisse réussir à passer. C'est une caméra de moindre qualité, et là, Google, hein, Google qui est notre dieu à tous, laisse passer. Mais au-dessus, en qualité, il laisse pas passer. Voilà. Donc, et Apple aussi a bloqué des trucs de sécurité pour nous. Donc, comme c'est pour nous, hein, ça vous rappelle personne, comme c'est pour nous, c'est nous qui en prenons plein la tronche, quoi. C'est nous qui en sont parce que c'est pour nous. J'aimerais dire, pouvez-vous prendre des lois, des règles qui sont contre nous, hein, aussi bien le gouvernement qui vote des lois pour nous et que ça nous fait mal au cul, que eux qui votent des lois pour nous et que ça nous empêche de nous exprimer librement. Bientôt on ne pourra plus faire de vidéos sur Facebook si on a un Apple et qu'on passe par Chrome. Le problème c'est que quand on a acheté un Apple au prix que ça vaut, on ne va pas acheter un PC et Chrome est obligé de passer par lui parce que sinon il n'y a aucun moyen de passer par autre chose. Même par Safari, ça passe pas, faut le faire. Safari étant l'explorateur officiel de Apple, ben ça passe pas. Dans Safari, il y a un message qui dit passez plutôt par Chrome. Autrement dit, c'est imposé par Google. Voilà. Donc Google ne risque pas de lâcher parce que c'est lui qui a la prérogative, c'est lui qui a le pouvoir absolu. Hein, sur Internet, c'est lui à Internet, hein, c'est Google. Hein. Voilà, voilà. Bien. C'est là que je me suis bien lâché, que j'ai bien dit ce que je pensais. On va pouvoir commencer les questions. Les questions. Alors je laisse un peu parler ma charmante copine. Alors, question numéro 24. Une vidéo auditrice questionne. J'ai l'impression de ne plus rien comprendre à ma vie, d'en perdre le fil. D'où cela peut-il bien venir et surtout, que puis-je faire pour remédier à cette situation? Alors, je vais ramener le micro vers moi. Alors, c'est vrai que cette vidéo auditrice pourrait penser
C'est bien une vidéo auditrice, oui. Oui. C'est précisé. Donc elle pourrait penser qu'en fait elle ne comprend plus rien. En fait, il y a un processus qui s'est produit à son insu, elle l'a subi, elle l'a vécu, donc elle devrait être là. Quand on vit une chose, on est capable de savoir ce qu'on vit. Mais le problème, c'est que la plupart la plupart des gens subissent leurs processus mentaux parce qu'ils sont en plein dedans. C'est-à-dire que c'est comme quand vous êtes en train d'être en colère, c'est rare qu'on voit en même temps qu'on est en colère. On ne peut pas être calmement en train d'observer notre colère colérique. Voilà. Donc la plupart des gens sont complètement investis dans leurs processus mentaux. Il n'y a pas assez de conscience résiduelle, qui reste, tout immergé dans l'événementiel, autrement dit dans ce que l'on est occupé à vivre, et il ne reste pas assez de conscience par ailleurs pour observer ce qui se produit. Parce qu'en fait, si cette vidéo auditrice avait observé ce qui se produit vraiment, elle aurait vu qu'elle n'a pas l'impression de ne plus rien comprendre à sa vie. C'est simplement qu'il y a eu un lent processus durant lequel elle a essayé de contrôler sa vie, durant lequel elle a cru, parce que si on essaye de contrôler sa vie, c'est qu'on a au moins la croyance en soi que l'on peut y arriver, ne serait-ce qu'en voyant des gens qui prétendent avoir réussi, alors qu'en fait leur vie a été réussie, mais ils ne l'ont pas réussi. Je vais y revenir si j'ai un moment. Donc la plupart du temps, ce qui se produit malgré nous. Nous sommes là, nous avons notre petit ego qui dit moi je, qui est persuadé d'être le nombril du monde et qui est persuadé de tout régenter, de tout régler, etc. Pourquoi? Parce que l'ego s'appuie sur le fait que de temps en temps ça marche, alors qu'il est d'accord pour que ça marche, et de temps en temps ça marche pas, alors qu'il est d'accord pour que ça marche pas. Il oublie que de temps en temps il est d'accord que ça marche et ça marche pas, et des fois il veut absolument pas que ça marche et ça marche quand même. Voilà. Donc il retient qu'une demi-polarité sur deux. Donc quand on n'a toujours pas compris, malgré qu'on ait 20 ans ça va, mais qu'on ait 40 ans, 50 ans, 60 ans, qu'on n'a toujours pas compris qu'on n'a aucun contrôle sur les événements, contrairement à ce qu'on essaye de nous faire croire, avec la vague américaine de je maîtrise tout, je suis le chef de ma vie, etc. Bientôt c'est le chef de tout le monde. Donc contrairement à ce qu'on croit, nous ne sommes que des motifs pour la conscience de s'exprimer ici, ailleurs, en même temps, c'est-à-dire qu'à travers tous les êtres humains, la conscience unique s'exprime. C'est elle qui est le roi suprême de toute chose. C'est elle qui est le témoin de tout, c'est elle qui produit tout en esprit et dans son mental, c'est elle qui fait toute chose. Bon, nous on est là et on est le fait, on est ce qui est fait. On fait partie du live, on fait partie du vivant, on est de même que quand vous sortez dans la rue, vous voyez le trottoir il dit pas je suis. Le trottoir il prétend pas s'être trottoirisé, si je puis dire. Il a été trottoirisé par au-dessus de lui. Et au-dessus de lui a été fait par au-dessus de lui, etc. Il y a toute une hiérarchie naturelle qui fait que l'homme, s'imaginant être en haut de la hiérarchie, alors qu'en fait il prend qu'un point de la hiérarchie qui continue après lui, il se dit, c'est moi qui construis des trottoirs, c'est moi qui plante des graines et qui fait pousser des plantes, donc je suis un dieu à ma façon. En fait, il est simplement maître sur tous les plans qui sont en dessous le sien, ce qui est clairement expliqué dans l'hermétisme. Mais sur son niveau et au niveau en dessous de lui, c'est lui qui est maître. Mais au-dessus de lui, il est maîtrisé. Autrement dit, c'est pas lui qui contrôle, c'est pas lui qui dirige. Et ma foi, un minimum d'intelligence suffit à comprendre que si une fois dans notre vie, il nous arrive un événement, un qu'on n'a pas prévu, deux qu'on n'a pas voulu, et trois contre lequel on est absolument contre, c'est bien la preuve absolue qu'on n'a aucun contrôle sur notre vie. Bien sûr, on peut contrôler nos pensées, et nos pensées feront que ça va contrôler nos réactions à ce qui arrive. Mais on ne contrôle pas ce qui arrive, jamais. Bon, je ne vais pas me lancer dans ce genre d'informations complètes, parce que justement, ça nous mènerait trop loin. Mais pour en revenir à la question, il faut comprendre que cette personne-là, cette dame, cette femme, a simplement pris conscience que malgré sa croyance en le fait qu'elle maîtrisait sa vie, et qu'elle avait quand même un certain impact décisionnel sur ce qui se produit, d'un coup elle a réalisé qu'en fait elle avait aucun impact. Mais au lieu de dire tiens je réalise que j'ai aucun pouvoir sur ma propre vie, elle s'est dit j'ai l'impression de ne plus rien comprendre dans ma vie. En fait, bon, c'est une petite mauvaise foi très humaine, très compréhensible, attention, c'est pas une critique, mais j'explique une chose qui n'est pas critiquable par ailleurs, mais qui est explicable en premier chef. Bon. J'ai l'impression de ne plus rien comprendre dans ma vie. À quel moment on peut dire ça? C'est surtout au moment où on s'aperçoit qu'on n'a plus aucun contrôle sur notre vie. Qu'il se passe n'importe quoi, on a l'impression d'être largué. On a l'impression d'être la dernière roue de la charrette. On a l'impression que le chat qui miaule dans la rue peut décider de notre vie, peut-être. Bien sûr, c'est exagéré. Donc, on se dit, je comprends plus rien à la vie. Alors qu'en fait, au départ, on n'avait surtout pas compris notre vie, et on n'avait surtout pas compris une chose qu'on n'avait pas envie de comprendre, que nous n'avons aucun pouvoir sur les événements.
Je parle des événements, ou si vous préférez, les autres, l'extérieur, soi-disant le monde extérieur, etc. Le seul contrôle que vous pouvez avoir, c'est sur votre propre esprit. Or, vous allez me dire, bon, si je contrôle mon esprit, je contrôle le monde. Non. Si vous contrôlez votre esprit, vous contrôlez votre monde. Ésotérisme vient de ésotérikos, qui veut dire dedans. C'est pas quelque chose de compliqué, c'est même pas quelque chose de critiquable. L'ésotérisme n'est pas une science, l'ésotérisme est un état d'être. C'est le fait d'être intériorisé, et au lieu de s'occuper de ce que font les uns les autres, on s'occupe de soi. Voilà. Donc vous pouvez déjà vous dire que ceux qui critiquent de l'ésotérisme à l'extérieur sont des gens qui sont extériorisés. On ne peut pas critiquer l'ésotérisme si on le comprend. Et si on le comprend et qu'on sait que c'est l'intériorité de l'être, je vois pas en quoi c'est critiquable, alors qu'on se dit spiritualiste ou autre, de dire je passe mon temps à m'observer moi, plutôt que d'observer les autres, que ça ne me regarde pas et qu'ils ont bien assez à faire comme ça, sans que je vienne encore rajouter mon grain de sel, leur dire t'as vu, t'as un gros nez, t'as vu, t'as un problème, t'as vu, t'es ceci, t'es cela. Oui, c'est bien, c'est facile de regarder les autres puisqu'ils sont dehors, mais se regarder soi, c'est un art. C'est une gymnastique intellectuelle énorme. C'est un entraînement qui nécessite des années. C'est comme si vous critiquiez dans la société ceux qui réussissent le plus. Que vous disiez, ben tiens, les riches sont pauvres. Ou tiens, le mec qui a bossé pendant des années pour être champion du monde dans sa catégorie, ben c'est un con, il n'a rien réussi. Oui, mais le problème, c'est le con, c'est toujours celui qui critique. Voilà. Donc surtout qu'il ne peut pas faire pareil. Donc l'ésotérisme n'est pas quelque chose. C'est pas la science, c'est pas ceci, c'est pas cela. C'est un art. C'est un art de vivre. C'est le fait de, quand par exemple je vois quelqu'un qui m'énerve, au lieu de me lâcher sur lui, je me dis, au fait, pourquoi il m'énerve? Alors je vais dedans, et je dis, ah voilà pourquoi il m'énerve. Parce qu'il n'est pas comme je veux, parce qu'il fait pas ce que je dis, parce que, et on s'aperçoit qu'en fait on est un pauvre mec qui veut régenter l'univers et le ramener à sa petitesse. Or l'univers il est trop immense pour être ramené à la petitesse d'un être humain. Donc c'est ça l'ésotérisme. C'est simplement oublier pendant un moment qu'on a un ego monumental qui veut tout gérer et qui veut tout rafler, et se dire, tiens, à l'intérieur finalement, je ne suis ni petit ni grand, je suis une parcelle d'éternité, cette parcelle, le cosmos et l'éternité en ont besoin, mais ça va quoi. C'est pas non plus l'éternité et le cosmos, c'est une parcelle. Le doigt de ma main, le petit doigt de ma main droite, ne va pas se prendre pour ma main. Il fait partie de ma main, et s'il ne s'arrête pas là, ben il va commencer à avoir la grosse tête, et à croire qu'il est la main, le bras, le corps à lui tout seul. Donc la prochaine fois que vous entendez quelqu'un critiquer l'ésotérisme, sachez que cette personne, ce qu'elle raconte, c'est des conneries, et qu'elle ne vaut pas grand-chose. Parce qu'on ne peut pas s'élever en abaissant les autres. D'accord? On peut expliquer que par exemple l'ésotérisme d'aujourd'hui ou la spiritualité d'aujourd'hui, ça je m'en cache pas et je le fais ouvertement, la spiritualité d'aujourd'hui est un peu bizarre parce qu'on se dit spirituel mais on est toujours en train de regarder les autres ce qu'ils font, ce qu'ils font pas et on dit que ce qu'ils font c'est pas bon. Au lieu de passer le temps à dire que les autres ce qu'ils font c'est pas bon, on devrait passer le temps à vérifier si ce qu'on fait n'est pas si mauvais que ça. Et on verra que c'est pas une question de bon, c'est une question de pas trop mauvais. On est tous là. Donc cette personne, et je ne me suis pas trop éloigné finalement, est une personne qui d'un seul coup est démoralisée à l'idée d'essayer de gérer sa vie. Parce qu'elle s'aperçoit qu'elle ne gère rien du tout. Et encore une fois, qu'est-ce qu'elle pourrait gérer cette personne? Pas sa vie, parce que l'événementiel, c'est-à-dire ce qui lui vient à elle, et qu'elle le subit. Et il faut, ma foi, il faut un minimum d'intelligence pour comprendre que s'il m'arrive un événement et qui me surprend, c'est que c'est pas moi qui l'ai fait arriver. Et si c'est pas moi qui l'ai fait arriver, c'est que je ne pouvais pas l'empêcher d'arriver. Ma foi, ça me paraît être d'une évidence colossale. Et quand on est ésotériste, qu'on est intériorisé, et non pas qu'on est un membre d'un groupe ésotérique ou je sais pas quoi, mais quand on est un ésotériste. Et tout spiritualiste qui dit je suis pas un ésotériste, c'est quelqu'un qui n'a rien compris. Tout le monde est ésotériste de nature. Tout le monde est venu sur Terre pour s'occuper de ses fesses. Et les fesses, elles sont là. Elles ne sont pas de l'autre côté. C'est pas les fesses des autres. Bon. Donc, cette personne vient de réaliser, encore une fois, que finalement, elle ne maîtrise rien. Mais elle se trompe. Pourtant, elle a raison. Ce qu'elle ne maîtrise pas, c'est l'événementiel. Moi non plus, je ne le maîtrise pas. Personne ne le maîtrise. Surtout pas ceux qui prétendent le maîtriser. C'est simplement que, pour une raison ou pour une autre, leur mission, leur mission terrestre, ce pourquoi ils sont venus sur Terre, les oblige à passer par certaines réussites, évidemment. Sinon, ils loupent leur mission. Le professeur la personne qui veut devenir professeur enseignant, elle va réussir son diplôme parce qu'elle le veut, parce qu'elle se donne les moyens, elle va enseigner, avoir son rôle de professeur parce qu'elle l'a voulu, et c'est vrai que
comme elle est venue pour enseigner, ben elle devient professeure. Et elle a l'impression que, non pas tout lui tombe tout rôti et tout gratuit, mais elle a l'impression que le moindre effort est couronné de succès. Alors qu'en fait, même si elle ne faisait pas des efforts, sauf si bien sûr elle s'oppose, mais même si elle ne faisait pas d'efforts, elle serait devenue professeure parce qu'elle est venue pour ça. La personne qui est venue pour soigner les autres, ben elle est venue pour soigner les autres et elle réussit très vite. Alors les autres vont dire, tiens, elle a réussi en 3 mois, je vais réussir en 3 mois. C'est très bête. Pour pas dire autre chose. On n'a aucun contrôle sur les événements. Mais par contre, quand on comprend que le seul contrôle qu'on a, c'est sur notre propre esprit, et ça me paraît évident, ça aussi, c'est-à-dire que ma façon de réagir à ce qui se produit, c'est ma maîtrise, c'est mon contrôle. Je ne peux pas contrôler autre chose. Il pleut, ou je vais faire un caca nerveux et me pleurer et me faire pipi dessus, ou alors je vais me réjouir, ce qui est tout aussi con, ou alors je vais dire, il pleut. Qui puis-je ? Alors je m'adapte, alors je gère ma réaction à la pluie, je gère ma réaction au soleil, je gère ma réaction à tous les gens cons que je vais rencontrer, et que de toute façon, si je les rencontre, c'est que je ne peux pas l'éviter. Qui aimerait rencontrer des cons ? Osez me dire que vous aimeriez rencontrer des cons. Qui aimerait être volé ? Qui aimerait être blousé, trahi ? Et pourtant, ça nous arrive à tous, peu ou prou, dans notre vie. Alors ça veut dire qu'on ne peut pas l'empêcher. Et même mieux, ça veut dire qu'on n'a pas à l'empêcher, surtout pas. Ce sont des événements qui nous construisent de par nos réactions. Alors surveillons nos réactions, soyons concentrés vers l'intérieur, ésotéricos, l'ésotérisme. Et après, peu importe la méthode que vous employez de l'ésotérisme, que vous soyez plutôt un mystique, que vous soyez plutôt un ceci, un cela, ça ce sont des méthodologies, des moyens d'accéder à soi. Mais quelle que soit la route empruntée, toutes ces routes convergent vers un point central qui est ésotéricos, c'est-à-dire à l'intérieur. Donc encore une fois, si vous voulez avoir une clé magique pour savoir qui est qui, tous ceux qui critiquent l'ésotérisme sont des gens qui n'ont pas compris ce qu'est l'ésotérisme. C'est un petit peu comme si je vous disais, il y a des gens qui disent, parce qu'il y a plusieurs méthodes ésotériques, des méthodologies. Par exemple, il y a les ordres initiatiques, ceux qui sont francs-maçons, Rose-Croix, tout ça, bon, Templiers ou que sais-je encore, que ce soit des ordres anciens ou que ce soit des ordres nouveaux, de toute façon, ce sont des méthodologies, ce sont des moyens d'accéder à soi, à l'intérieur. Que l'on passe par la gauche, par la droite, par le milieu, par dessous, par dessus, de toute façon, il y a plusieurs moyens d'accéder à l'intérieur. L'intérieur, c'est le 7e niveau, et il y a 6 directions, si vous comptez un petit peu. Bon. Donc du coup, on peut s'apercevoir que la personne qui a compris qu'elle incarne ésotéricos, qu'elle incarne sa propre intériorité, qu'elle est là sur Terre pour permettre à la conscience de s'exprimer. Mais pourquoi la conscience ne s'exprimerait pas, par exemple? Voilà la bonne question. Alors je vais dedans, je vais dire, conscience, pourquoi tu n'arrives pas à t'exprimer? Comment ça se fait que l'être suprême, le Christ intérieur, ou appelez ça comme vous voulez, quel que soit le nom, de toute façon, il y a bien quelque chose de puissant à l'intérieur de nous. On le sent, mais on sent aussi qu'il est bloqué. Alors pourquoi c'est bloqué? Et par quoi c'est bloqué? Vous voyez? Plus que pourquoi. Et on s'aperçoit que quand on va à l'intérieur de soi, on a des doutes, on a des peurs, on a des chimères, on a des croyances, on a un tas de choses qui font que tout ça, mis bout à bout, ça forme des bouchons. Ce qu'on appelle des tests, des tampons d'énergie stagnante. Et l'énergie ne peut pas circuler à travers nous. Or, la conscience, c'est avant tout une forme d'énergie. La conscience peut se manifester juste un tout petit peu du bout de la langue. Et elle peut aussi exploser à l'extérieur vers les autres. Alors pourquoi elle va se manifester de cette manière pauvre ou de cette manière très riche et spectaculaire? Parce que elle le fera avec une certaine force. Elle le fera avec une énergie que nous bloquons par nos peurs, par nos doutes. On va dire, tiens, j'aimerais prendre la parole, mais les gens vont me regarder et me dire pour qui se prend. Mais moi j'ai envie de leur dire pour qui se prennent pas. Et hop, ça débloque. Pourquoi je me prendrais moi seul pour la conscience? Est-ce ma faute si je me prends pour la conscience en action? Non, c'est la faute des autres qui refusent de se prendre pour la conscience en action. Une fois qu'on a dit aux gens, on est tous capables d'exprimer cette conscience intérieure, ce Dieu intérieur, appelez ça comme vous voulez, on s'en fout. Ça, ce sont des méthodologies, ce sont des mots, ce sont des moyens, on n'en a rien à foutre. Quelque part, est-ce que c'est bon ceci? Je sais pas, goûte. Miam, 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 oui c'est bon, garde-le. Oui, mais les autres, qu'ils aillent se faire foutre les autres, on n'en a rien à foutre. Toi, tu t'occupes de toi, et les autres s'occupent d'eux, et les vaches sont bien gardées, comme on disait enfin en Provence. Donc si chacun s'occupe de soi, si chacun tourne son regard vers l'intérieur, et excusez-moi, mais bon, tout le monde se flatte avec cette phrase, connais-toi, toi-même, et tu connaîtras l'univers et les dieux. Alors pourquoi on étudie l'univers et les dieux dehors? Ils sont pas dehors, l'univers et les dieux. Le dehors, c'est que l'expression de notre intériorité. Et alors si ça merde dehors, c'est que ça merde dedans. Alors pourquoi aller dehors? Pourquoi demander aux gens, aide-moi? Et devenir dépendant un peu plus d'eux?
alors qu'on ne dépend que de soi. C'est à l'intérieur qu'on a les blocages, c'est à l'intérieur qu'il y a les problèmes, c'est à l'intérieur qu'il y a les solutions. On appelle ça le principe du serpent. Là où il y a le venin, là il y a l'antivenin. D'accord? On ne va pas chercher dans, je sais pas moi, un crocodile, l'antivenin du serpent, du crotal qui vient de nous mordre. Dans le crotal, à moins qu'il soit con, il ne va pas s'auto-empoisonner, il a le venin et l'antivenin. Alors si on se fait mordre par un serpent, on tue le serpent, ou on le fait prisonnier, on le mène dans un laboratoire pharmaceutique, et ils vont extraire l'antivenin. Je suis tenté qu'ils n'en ont pas déjà de côté. Et ça, c'est intelligent. Là où il y a le problème, il y a la solution. Où est le problème? Quand vous souffrez, qui souffre? Le voisin, la boîte aux lettres, la commode, la table de nuit? C'est vous qui souffrez. Donc la souffrance est en vous. Donc elle est ésotéricos, dedans, intérieur. Alors à l'intérieur de la souffrance se trouve la solution à la souffrance. Là où il y a la souffrance, il y a la cessation de la souffrance. C'est une seule et même chose, mais ce sont deux pôles opposés et complémentaires. Pour l'instant, vous êtes sur le pôle de gauche et vous dites « je souffre ». Et le pôle de droit, il dit « c'est quand tu veux que tu arrêtes. Je suis ta solution, viens vers moi. Non, je souffre, viens vers moi. Non, je souffre. » Et pouf, il n'y a plus de souffrance. Il y a unité de l'être. Dès qu'il y a dualité, il y a souffrance, il y a séparation. Dès qu'il y a unité, il n'y a plus souffrance, il y a conscience. D'accord? Bon. Donc cette personne, pour en terminer, même si je suis allé un peu loin, pour en terminer, je dirais à cette personne, ayez pitié de vous. Acceptez, ou accepte, je ne sais pas si je la connais ou pas, on s'en fout, acceptez que vous n'avez jamais rien maîtrisé. Reconnaissez que votre vie est un hurlement de tu ne maîtrises jamais rien, tu n'as jamais rien maîtrisé. Jamais. Maintenant, au moment où vous l'avez compris, entre guillemets, que vous auriez pu le comprendre, ben vous êtes démoralisé en disant oh merde, finalement je ne maîtrise rien. Alors je comprends plus rien. Mais il n'y avait rien à comprendre. Ou juste une chose, vous ne maîtrisez rien. Bien sûr, quand petit, on nous apprend que si on étudie bien à l'école, on va être ceci, on va être cela. Mais c'est faux, c'est faux. Si ça dépendait de ces choses-là, on serait tous des maîtres, on serait tous des dieux. Si tu es gentil, tu verras, les autres le rendront. Ah ouais, et si je tombe sur un égoïste doublé d'un salopard, ça va faire quoi? Et il n'y en a pas, bien sûr. Ah non, mais il ne faut pas être négatif. Ah, et si je suis négatif, je vais attirer la négativité. Donc le moins attire le moins. Je vais essayer avec 2 aimants. Ah ben non, ils se repoussent, c'est bizarre. Par contre, si je suis positif, si positivement je brille, je serai une lumière éclairée dans les ténèbres. Et là, tous les papillons de nuit vont arriver. Si je ne l'apprends pas, ça, si je ne le sais pas, je ne suis pas prêt à faire face à ça. Et je vais tomber dans le piège de ça. Alors soit je vais être obligé de cacher ma générosité, ma bonté, ma gentillesse, ma faiblesse aux yeux des autres, quelque part. Soit alors je serai obligé de briller encore plus fort, au point où je vais brûler les ailes des papillons de nuit. Mais qui va jusque-là? Et puis, n'est-ce pas ça faire du mal? Quand on fait du mal au bien, on fait du mal. Mais quand on fait du mal au mal, deux trucs opposés, deux trucs qui sont de même intensité, de même polarité, etc. Je sais pas, à l'école, on nous apprenait que ça s'annulait. Plus 10 moins 10, ça fait 0. Je me semble. Bon, ben là, c'est pareil. Ce sont deux choses qui s'annulent. Si on fait du mal au mal, on fait du bien. Parce que le bien s'emporte mieux. Parce qu'il y a moins de mal. Maintenant, on ne va pas supprimer le mal. On va supprimer au mal toute opportunité de nous faire du mal. C'est très différent. Par exemple, je n'empêche pas qu'il y ait un frelon asiatique, frelon asiatique sur un arbre, là je ne sais pas s'ils sont sur les arbres, on s'en fout, mais je vais pas le tuer, mais je vais pas y aller. Je vais pas aller les emmerder, tout frelon asiatique qu'ils sont, et tout le fait qu'ils sont jugés comme étant négatifs ou dangereux. S'il y a des abeilles ou des trucs et que c'est pas mon métier, je vais pas y aller. Si je me fais piquer, je vais dire, ben voilà, ça m'apprendra à être con. Il faut être con pour aller toucher un frelon asiatique ou un nid d'abeilles ou de guêpes. Qu'est-ce que je vais... Ou rentrer dans les marais pour aller casser la gueule aux alligators sous l'eau. Vous voyez? Voilà. Non, je vais le laisser venir vers moi, je vais courir, et quand il en aura marre d'être au sec et de manquer d'eau, ben il retournera à l'eau. Je vais pas sauter dans la mer pour casser la gueule au requin. Il faut arrêter d'être con. Et c'est ce qu'essayent de faire les gens. Alors je ne vais pas supprimer tous les requins de tous les océans pour pouvoir me nager en paix. Je vais aller nager où il n'y a pas de requins. Voilà. Donc je ne supprime pas le mal, mais je renie toute possibilité au mal de venir m'en faire. C'est très différent. D'accord? Voilà. Alors, question numéro 25. Pourquoi cherchons-nous à être parfaits, alors que par ailleurs, nous sommes conscients de l'impossibilité de cette démarche? C'est un petit peu en rapport avec la première question, quelque part. Pourquoi on cherche à être parfait? Parce qu'on nous a fait passer cette idée bizarre,
Mais vraiment bizarre, hein. Fallait vraiment se lever de bonne heure pour accoucher d'une monstruosité pareille. On nous a fait croire déjà deux choses. Un, que ce qui allait nous arriver dépendait de notre comportement. Gag. Hein, voilà. Vous arrivez, par exemple, vous avez un mariage, il y a l'harmonie, tout le monde est heureux, la femme se marie, l'homme se marie, il y a les convives, tout ça, et d'un coup il arrive quelqu'un et il fout sa merde, parce qu'il n'est pas d'accord que la femme qui fut la sienne jadis et que, qu'elle ne voulait plus, donc elle ne veut plus, mais lui il veut toujours, donc il va arriver et il va foutre la merde dans un mariage, et une seule personne va pourrir l'ambiance de 100 convives. Et là on va dire, waouh, le mal est puissant. Non, le soi-disant bien est faible. Il n'y a pas de force de la lumière sur Terre, vous n'avez pas remarqué? On parle souvent des forces des ténèbres. Et où sont les forces de la lumière? Où on m'a mis mes forces de la lumière? Où elles sont? On m'a piqué mes forces de la lumière. Parce que si tout est double, s'il y a les forces de l'ombre, il y a les forces de la lumière. Mais les forces de la lumière, elles sont composées de nuques de l'âme. Donc on aura coupé les quick. Voilà, c'est « Oh, je suis la force de la lumière ». Et qu'est-ce que tu fais? Je sais pas, qu'est-ce que tu m'autorises à faire? Vous voyez? Donc ça, en faisant des choses comme ça, on ne peut pas aller loin. Il y a 100 personnes qui vont se laisser pourrir la vie, qui seront pu par quel bout attraper ce mec-là, alors qu'il suffit de le choper, de mettre un coup de pied au cul et le mettre dehors. Vous voyez? Il y aura bien 2-3 baraques, il y aura bien 2-3 mecs qui ont fait un peu du culturisme, qui font de la salle, et que ça serve au moins à quelque chose de plus que juste la beauté visuelle, hein, de leur petit ego. Donc il faut bien que ça serve ce qu'on fait. On est habitué à faire des choses qui servent à rien. Vous voyez? Alors on dit ça me sert à moi, je suis beau, je suis bien, ça flatte dans la glace. Tu as vu mes pectoraux, mes machins, mes comment on appelle ça, les abominables. Les abdominaux. J'avais un petit cousin qui disait les abominables, au lieu de dire les abdominaux. Donc voilà, on est beau, on se flatte à notre ego, on se flatte à notre moi idéalisé, on est tout content de nous, on pète de joie devant la glace quand on est à moitié nu. Et après, dès qu'on a besoin, il n'y a plus personne. C'est bizarre, hein? Voilà. Alors c'est les plus grands baraqués qui sont les plus faibles mentalement. Et là, il faut 1m90, 100 kg, mais dès qu'on leur dit un truc, ils pleurent. Ou dès qu'ils sont dans l'émotionnel, ils sont comme ça. Alors on se dit, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé qu'il y a une lutte à l'intérieur. On nous a appris des choses qui sont fausses. C'est pas bien grave, attention, hein, c'est pas une critique. Je ne vais pas critiquer les parents qui vont donner l'éducation à leurs enfants, qui est la même que celle qu'ils ont reçue, qui est la même que celle qu'ont reçue leurs parents, leurs grands-parents, et on s'arrête là, comme ça. Hein. Mais dans la Bible, il y a un passage qui est intéressant qui dit les parents mangeront les raisins verts et les enfants auront les dents agacées. Alors, moi, je trouve que c'est marrant. Ça veut dire que les péchés des parents retombent sur les enfants. Bon, péché, c'est mal visé, ça veut dire en français. Hein. Bon, ça veut dire que si, par exemple, j'ai appris des conneries, que je ne réalise pas comment appris des conneries, et conneries, toute chose incapable à être vécue d'une manière agréable. Si on me dit, fais des efforts et tu en seras récompensé, et que plus j'en fais, plus je passe pour un con, pour un faible, et qu'on profite de moi, je m'excuse, mais je vais avoir deux yeux là. Je vais avoir un œil qui va voir que je me fais prendre pour un con, et l'autre qui dit, oui, mais c'est ce que je dois faire, on me l'a appris. Et si mes parents me l'ont appris, j'aime mes parents, et puis ils n'étaient pas cons mes parents. Mais c'est pas incompatible. On peut être très intelligent, très instruit, et sortir des conneries, et sortir des choses qui n'ont pas de sens. Et après, ça va être repris par tout le monde. Hein. Après, bon, bien sûr, on va dire, ouais, mais quelle preuve on a? Mais il n'y a pas besoin de preuve. La preuve, elle est là. La preuve, elle est que si vous souffrez actuellement de votre vécu, c'est qu'actuellement, ce que vous vivez, ce n'est pas votre vécu. C'est un vécu par procuration. Vous avez été enseigné à l'école. Vous avez été éduqué. Vous avez été élevé par vos parents. Bien sûr, il ne faut pas remettre en cause les parents en tant qu'entité. Ils ont fait ce qu'ils ont pu. De même que vous, quand vous élèverez vos enfants, si vous en avez un jour, et que vous prenez le risque d'en avoir, on va dire, parce que c'est un gros risque d'élever des enfants, parce que bon, vous avez intérêt à bien les élever, sinon vous leur gâchez leur vie. Faut pas se mettre le bandeau devant les yeux. Donc, si vous prenez ce risque d'élever à votre tour des enfants, je me dis, bon sang, avez-vous contrôlé si vous étiez bien élevé vous-même? Et bien élevé, c'est pas bonjour, bonsoir, mouche ton nez, mets pas les coudes sur la table. C'est pas ça, bien élevé. C'est est-ce qu'on vous a permis de bien vous élever? Autrement dit, est-ce que vos parents, ils ont veillé sur vous tandis que vous poussiez pour savoir de quel côté mettre le tuteur pour vous assister dans votre élévation et pas pour vous élever? On n'a pas à soulever un gamin, on n'a pas à y tirer sur la tronche en lui tenant les pieds pour l'élever, pour l'élargir, je sais pas. C'est aberrant tout ça. On n'a pas à enseigner un enfant ce qui est bien, ce qui est mal. Laissons-lui le découvrir, en le surveillant bien sûr pour qu'il n'y arrive rien de fâcheux. Mais ça c'est quelque chose qui a l'air de dépasser les gens. Ils y pensent des fois, ils se disent, mon gosse, j'aimerais qu'il fasse un métier qui lui plaît. Alors pourquoi à l'école tu permets qu'il y ait ci, qu'il y ait ça? Ah ouais, mais parce que j'ai pas le choix. Ah ben si t'as pas le choix, ton enfant l'aura pas non plus.
Parce que si toi c'est l'adulte et que tu n'as pas le choix, lui le petit bout de chou, le pauvre, qu'est-ce qu'il a? Il est mort, il est cuit d'avance. Il aura encore moins de choix que toi, puisqu'il subira déjà télépathiquement le fait que tu es persuadé de ne pas avoir le choix, tu vas y transmettre ça. Si c'est pas fait par la génétique, hein, ça sera fait par la télépathique, si je puis dire. L'enfant, il est en adoration devant les parents. Il les observe, il les voit. C'est une caméra, c'est un micro, c'est pire que les trucs espions là. Vous savez, à distance, les micros où on peut entendre à 100 mètres ce qui se dit dans une villa. Les trucs du FBI, comme dans les films là. Bon, l'enfant, lui, c'est les oreilles de Moscou, quoi. Il est comme ça, il est à fond. Hein, même quand on croit qu'il joue, ben il écoute. Même surtout s'il n'en a pas l'air. Toujours se méfier d'un gosse qui n'a pas l'air d'écouter, qui n'a pas l'air d'avoir vu. Voilà, ben il voit tout. Et dès qu'il y a un truc qu'il ne faut pas y être, ben le gosse il est là. Dès que vous baissez le slip pour aller faire quelque chose, paf, le gosse il est derrière vous. Il dit papa, t'as de belles fesses. Oh merde. Chérie, habille-toi vite, hein, il est le gamin. Bon. Bref, voilà. Donc, ce que je veux dire, c'est que c'est vrai que des fois ça fait gag. Donc pourquoi on cherche à être parfait? Parce qu'on nous a enseigné cette idée que pour avoir une vie parfaitement bien agencée, parfaitement bien coordonnée, parfaitement, ben il faut qu'on soit parfait. Alors qu'est-ce que c'est parfait? Ben l'enfant il est pas con. Il se dit voilà, je parle fort, ma mère me dit parle plus doucement. Je parle doucement, elle me fait un grand sourire elle-même. C'est bon, là votre gosse vous avez tiré une balle dans la tronche. Hein. Je suis désolé, hein, c'est pas méchant ce que je dis, c'est un constat. C'est un constat. Sinon, regardez comment sont devenus les jeunes aujourd'hui. Ayez le courage. Parce que les gens, quand ils font une erreur, après ils se disent ah non mais je vois pas de problème. Mais bien sûr que tu les vois pas. Tu t'es planté un couteau dans chaque œil. C'est sûr que tu vois plus rien. Mais parce que justement, à un moment donné, on croit qu'on peut plus faire en marche arrière. On se dit si je vois ce que je suis en train de regarder et que j'en tiens compte, mais je me pends. Mais non, il n'y a pas besoin de se pendre. Il suffit qu'une génération de parents dise maintenant ça suffit. On va arrêter de flinguer nos gosses. On va arrêter de leur transmettre toutes les conneries qu'on nous a transmises. On va arrêter de dire que on est en République, qu'on est en démocratie, que quand ils vont voter pour des gens qui vont travailler pour eux. On va arrêter toutes ces conneries. Parce qu'on est les premiers à voir que c'est faux. On est les premiers à s'énerver. Et quand l'enfant arrive, papa, pourquoi tu t'énerves? Rien, c'est rien, mon chéri, c'est pas grave. Papa, tu sais, les adultes, des fois, ils s'énervent. Ah bon, les adultes, des fois, s'énervent. Un gosse, il enregistre ça, et plus tard, il va s'énerver, et il dira à ses gosses, tu sais, les adultes s'énervent. Et sur combien de générations on va continuer à être des hypocrites? C'est de l'hypocrisie spirituelle. Les enfants ont besoin de vérité. Et si on leur dit des mensonges, ben on les tue, on les flingue, on les oblige à répéter cette connerie-là. Parce que le phénomène de mimétisme, il est dans les deux sens. Un enfant qui essaye de copier maman, si c'est une petite fille, copier papa, si c'est un petit garçon. Vous savez, maman qui se maquille, alors la gamine elle va se mettre du rouge à lèvres en suivant bien le contour des lèvres, d'accord? Elle va prendre les escarpins à talons hauts et elle va se casser une cheville pour pouvoir marcher. Elle aura la robe qui traînera de 10 mètres derrière elle. Elle va copier maman, c'est normal, c'est du mimétisme ambulant un enfant. C'est une plaque vierge, c'est une plaque, comment on appelle ça, comme photographique vierge. Le peu de lumière qu'il y a va s'imprégner sur la plaque photographique. C'est un truc de fou. Donc l'enfant, mâle, va suivre le petit garçon, va suivre son papa à l'atelier, et il va vouloir des outils en plastique, et il va le copier. Bon, vous me dites, ben ok, d'accord, tous les gosses font ça. Et après, quand il sera grand, le mimétisme va être inversé. Il s'attendra à ce qu'un enfant le copie. Il émettra télépathiquement un besoin d'être copié, et l'enfant va répondre à ce besoin télépathique. Et il va copier papa. Et après, il va attendre son gosse qui copie papa. Il va attendre son gosse. D'ailleurs, vous verrez souvent, beaucoup d'hommes disent, moi j'aimerais bien avoir un garçon. Alors, pourquoi? J'aimerais tant être adulé comme j'adulais papa. J'aimerais tant voir dans ses yeux ce que moi, mon père, voyait dans les miens. Eh ouais, non mais allô, quoi. On fait quoi, là? C'est de la branlette d'égo, ou quoi? Où on élève des enfants? Où on les élève pour eux? Je sais pas, il faut être clair. Vous pouvez, attention, l'être humain, enfin du moins son âme, est profondément égoïste. Moi, j'ai connu une femme un jour qui disait, moi je veux un enfant, mais j'en ai besoin. Oui, mais l'enfant, écoute, j'espère qu'il en pâtira pas, mais c'est moi, j'avoue que j'ai besoin d'avoir un enfant. S'il vous plaît, combien de femmes peuvent parler comme ça sans se tordre la bouche? Combien d'hommes disent, moi je veux un enfant pour le faire devenir tout ce que j'ai pas pu être? Ça veut dire, wow, mais c'est la psychologie inversée, ça. Non, c'est la psychologie à l'endroit, qu'on d'un seul coup, on la met à l'envers, et du coup, elle est à l'endroit. C'est la psychologie telle qu'on l'étudie. On va dire, c'est normal que le père essaye de... Oui, c'est normal que le flingue aussi, vous voyez, tout est normal. Tout est excusable, tout est excusé, tout est normal. Alors, encore une fois, il n'est pas besoin de culpabiliser les parents ou les gens. Voilà. Il ne faut pas les voir maman ou papa et dire, mais tu m'as pourri ma vie. Non, il faut se dire,
aller les voir, leur dire voilà, bon, peut-être que tu m'as transmis ce que on t'a transmis, mais franchement, ça m'a pourri ma vie. Heureusement, je suis pas trop con, j'ai dû hériter ça de toi, j'espère, hein, qu'il y a au moins quelque chose de positif. Ben, j'ai compris que c'est moi qui continuais à alimenter ce que tu m'as enseigné. Parce que quand on a 40 ans et que notre vie est pourrie et qu'on pense que c'est la faute des parents, je m'excuse, mais les parents, ils ont pris de l'âge un peu. Hein, et nous, on a 40 ans ou 50 ans, on est majeur, on est vacciné, tamponné, je sais pas, on est libre. Mais on est surtout libre de continuer les conneries qu'on nous a proposées. Parce que ces conneries, elles nous font souffrir, mais on y est habitué. Elles nous sont familières. Et des fois, on a des familiers qui ont beau remuer la queue, mais des fois, ils nous mordent la main si on ne les nourrit pas assez vite. Ça, c'est aussi un familier, hein, quelque part. Il nous est familier de voir ce chien qui, de temps en temps, va me mordre parce que je lui donne pas la bouffe à l'heure. Vous voyez? Donc, il faut bien réfléchir, faut faire attention. C'est pas parce qu'on est habitué à une chose que cette chose est bonne pour nous. C'est simplement qu'on y est habitué. Voilà. Donc, pour en terminer, pourquoi nous cherchons à être parfaits? Parce qu'on nous a fait passer l'idée que si nous faisions des efforts, ces efforts seraient nécessairement couronnés de succès. Or, c'est le nécessairement qui me fait frémir de la tête aux pieds, parce qu'on s'aperçoit bien souvent qu'on a beau fournir des efforts, ça ne produit aucun effet positif, bien au contraire. Hein? Donc, si vous êtes conscient de l'impossibilité de cette démarche, comme il est marqué dans la question, que vous en êtes conscient, pourquoi vous continuez? Je vais vous le dire, parce que vous y êtes habitué, et que l'habitude c'est une seconde nature. Vous êtes programmé comme un robot, que quand on lui demande l'heure, il va chercher l'heure par rapport à ses programmes, et il va vous dire il est 3h15. Un jour, il va peut-être vous dire, peut-être, pourquoi pas, ben il est 8h. Ah bon? Non, je déconne. On ne s'attend pas à ce qu'un robot fasse ça. Ben, on ne s'attend pas à ce qu'un être humain le fasse non plus. Alors, soyez cet être humain qui va sortir une connerie, éclater de rire et dire non, je déconne. Déconnez, s'il vous plaît. Soyez fêlés, hein, comme on dit, par la fêlure. Vous ne travaillez pas chez Lustucru, hein, donc vous pouvez être un peu fêlé. C'est-à-dire que chez Lustucru, il n'y a pas de fêlé. Bon. Donc du coup, soyez un peu fêlés, et par la fêlure, il passera de la lumière. Hein, comme dans certains films de science-fiction, où on voit la porte des enfers ou du paradis qui s'ouvre, il y a de la lumière. Oh, on se dit, waouh, purée, je me demande si j'ai envie que ça s'ouvre complètement. Je vais être éclairé ou je vais être aveuglé? Eh bien non. Une vérité qui nous est assénée trop vite, elle nous aveugle. C'est normal. C'est trop de lumière d'un coup. Puis on n'a pas demandé à avoir autant d'informations sur soi. On a passé notre vie à se mentir, et là d'un coup l'autre il arrive et il nous dit toutes les vérités. Et en plus il appelle ça, je vais te dire mes 4 vérités. Ou tes 4 vérités, je ne sais plus comment ça se dit. C'est des conneries tout ça. Les autres n'ont pas à nous dire ce que nous sommes. Maintenant si on les emmerde, ben, ils peuvent nous dire bon tu es un peu chiant quoi, voilà. Je suis peut-être le seul à te le dire, mais je ne suis pas le seul à le subir. Mais les gens ne jouent pas le jeu. Hein, pour ceux qui sont soi-disant spiritualistes, tout ça, vous pouvez, s'il vous plaît, jouer le jeu karmique, ce qu'on appelle. C'est quoi le jeu karmique? C'est simplement que quand quelqu'un vous emmerde, avant d'avoir plein l'âme, on va dire, hein, voilà, vous asseyez sur votre âme, donc on va dire plein l'âme, ben, vous dites à la personne gentiment, excuse-moi, je vais peut-être te paraître désagréable, mais ce que tu as dit là, ça m'a pas plu. Tu l'as dit pour me faire de la peine? Ah non, non, non. Ah bon, non. Donc tu es sûr que c'est pas pour me faire de la peine? Ah non, non, je te promets. Alors voilà. Malgré que tu sois sûr que c'est pas pour me faire de la peine, malgré que ce ne soit pas là ton intention, peux-tu retenir l'idée que moi ça me fait de la peine? Peux-tu faire comme si quand on est à deux, il y avait deux? C'est-à-dire toi et moi, et non pas toi et toi. Donc voilà, moi quand tu me dis ça, quand tu me parles comme ça, quand tu me traites comme ça me fait de la peine. Alors je préfère te le dire avant d'être énervé, et de plus venir te voir et que de te demander qu'est-ce que c'est ma connerie, alors que ça sera la tienne, mais que j'aurais pas osé te la refiler, alors que c'est la tienne, et j'ai pas à te la refiler. Donc je te dis, gentiment, ce que tu fais là, ça me plaît pas. Si tu le refais alors que tu sais que ça me plaît pas, j'aurai la preuve que tu le fais exprès pour m'en faire chier. Vous voyez, c'est simple, c'est adorablement simple, c'est cruellement simple. Presque enfantin. C'est enfantin, mais bien sûr que c'est enfantin. Les enfants sont comme ça. Un enfant, quand il voit un autre gamin jouer avec un jouet qu'il veut, il y prend. Et nous, on va dire, oh le salaud. On va dire, non, c'est un enfant. Ah, alors attends, donc lui qui pique un jouet, c'est un enfant. Si moi je pique ta voiture, je suis un salaud, quoi. Ah ben oui, ah ok. Donc c'est une question d'âge, les règles et les lois. On est bien d'accord. Non, c'est une question de maturité. Ah d'accord. Donc plus je deviens mature, plus j'en prends plein la gueule, quoi. Donc j'ai aucune raison de quitter l'enfance. Et c'est pour ça que beaucoup de gens sont en pleine adolescence alors qu'ils ont 40 ou 50 ans. Ils ont 16 ans d'âge mental, et c'est pas une critique négative, je m'en moque pas. J'explique ce qui se produit. Je vois
Je vois, vous voyez aussi. Seulement, peut-être que mes yeux, il y a moins d'eau devant, donc je vois moins flou, parce qu'il y a moins d'émotionnel qui me trouble la vision. Et peut-être que vous, il y a encore un peu les yeux humectés. Vous avez peut-être peur de ce que vous voyez. Vous vous dites, je vais en faire quoi? Votre vie. Vous êtes venu pour affronter la réalité. Alors je dis affronter parce que pour vous ça va être difficile, mais c'est la réalité, c'est tout. Voilà. Mais n'attendez pas d'être à fond, à bout, ou je ne sais pas quelle expression moderne, de péter un câble. Tiens, voilà, c'est une expression moderne. N'attendez pas d'être à deux doigts de péter un câble pour dire à quelqu'un qu'il abuse. Dites-lui avant même qu'il y ait question d'abus. Dites-le quand ça commence à peine à vous agacer. Tu dis, tiens, toi, ce que tu as dit, c'est pas gentil. Ah non, mais je ne l'ai pas dit pour ça. Oui, je sais, j'ai compris. Je savais très bien que tu allais me dire que tu ne l'as pas dit pour ça. Mais peux-tu retenir, s'il te plaît, que moi, je trouve ça pas gentil? Et que quand tu me parles à moi, on est deux. Je suis pas coucou, je suis là, j'existe moi aussi comme toi. Donc, si tu as le moindre souci de me prêter un peu d'attention, pour moi, ça me plaît pas ce que tu as dit. Peux-tu ne plus le dire? Bon, mais d'accord, ici et là. Non, mais ne le prends pas mal, hein. Moi, je te le dis avant de le prendre mal, justement. Mais là, tu le prends mal de suite. Donc, je pense que tu l'as fait exprès, c'est bien ça. Puisque tu avais envie de te lâcher, tu avais envie de te vider, tu avais envie de me dire des trucs que tu sais très bien par ailleurs que c'est pas gentil. C'est pour ça que tu l'as dit, hein, pour te libérer de quelque chose qui n'est pas gentil. Tu veux me le refiler, tu as un tison ardent à la main, au lieu de le poser par terre, tu me le mets dans ma main. Ouais, c'est sympa, quoi. Donc, ce tison, la prochaine fois qu'il te vient, tu le poses par terre. Hein, comme ça, il brûlera rien du tout. Et surtout pas ma main. Voilà. La vie est une simplicité enfantine. Vous voyez? Voilà. Et alors, bien sûr, vous allez me dire, mais si je fais ça et les autres, ils ne le feront pas. Mais si, ils sont obligés de s'adapter, croyez-moi. Parce que quand vous dites à quelqu'un, ça me plaît pas, ça me plaît, ça me plaît pas, ça tu peux le répéter souvent. C'est quoi? Tu m'as caressé derrière la tête, j'adore ça. Ah bon? Je vais pas te le faire toute la journée? Non, mais tu peux le faire de temps en temps, j'adore ça. Par contre, quand tu me files une claque derrière la tête, soi-disant parce que tu es mon oncle, ma tante, mon supérieur hiérarchique, hein? Ah non, mon parent, pardon, ouais, mais bon, de toute façon, c'est pareil, hein, c'est toujours la même mafia, de toute façon. Donc du coup, quand, fort du fait que je suis plus jeune, plus petit, plus une merde que toi, que tu me files une claque derrière la tête, hein, ça me plaît pas. Ah mais moi, j'ai pas tout ce que tu viens de dire, c'est pas ce que je pense de toi. Je sais, mais c'est ce que moi, ça me fait penser de moi quand tu le fais. Alors tu peux éviter que je pense ça. C'est simple. Peux-tu ne pas mourir en évitant de me donner une claque derrière la tête? Est-ce que tu pourras survivre si tu me donnes plus de claques? Et c'est vrai qu'au début, les gens vont dire, ouais, purée, tu fais tout un drame, mais c'est là, à t'écouter, toi, t'as toujours raison, voilà, mais tu vois, ça me plaît pas. Tu peux éviter, s'il te plaît? Ouais, et sinon quoi? Ah, il n'y a pas de sinon, il y a simplement qu'à un moment donné, j'aurais plus envie de te voir. Bon, je te manquerai pas, parce que vu comme tu me traites, normalement, tu devrais même être content de plus me voir. Mais je ferai en sorte que tu me vois plus. Hein? Je ferai rien sur toi, je vais faire sur moi. Je vais me cacher de toi. Tu me verras plus. Ça te va? Voilà. Comme ça, on est calme et tranquille. Et on parle des choses et on met les choses à plat. Mais les gens ne savent plus mettre les choses à plat. Parce que petit, on leur a dit, maman te demande deux, papa te demande deux. Et il n'y a aucun gamin qui dit, mais vous me faites chier. Voilà. Moi, je vous demande d'arrêter de me considérer comme un objet. Je suis un être vivant comme vous. J'ai des besoins. Des fois, je vous supporte, je dis rien. Des fois, vous me supporterez, vous direz rien. Alors, bien sûr, il y a des parents qui vont dire, ah c'est super, moi, c'est ce que je fais avec mes gosses. Oui. Mais qui fait ça avec ses gosses? Vous. Qui décide de le faire à ce moment et pas un autre? Vous. Qui gère tout ça? Vous. Vous voyez? On sait qu'on est devenu patient quand, au moment où il le faut le moins, l'enfant fait une chose qu'on n'aime pas et que finalement on dit rien. C'est là où on sait qu'il y a vraiment de l'amour. Parce que l'amour, c'est donner, c'est pas prendre. On ne prend pas le temps des gens, on ne prend pas leurs paroles, on les fait pas taire. On n'est pas celui qui commande l'autre. Ça, c'est prendre. C'est prendre le pouvoir sur un autre. Qu'il soit un enfant ou qu'il soit une femme ou un mari ou un ouvrier, un patron, parce qu'il y a aussi des ouvriers que si on les écoute, les patrons, ils prennent une baffe. Vous voyez? Bon, c'est de plus en plus rare, c'est plutôt l'inverse. Mais il y a toute une hiérarchisation de l'être humain actuellement, c'est un truc horrible, quoi. Bientôt, il va falloir que les enfants appellent papa mon adjudant. Et maman, je sais pas, Madame le maire, peut-être. Voilà. Tout le monde veut régner sur son petit monde. Tout le monde, à partir de lui, veut régner en dessous. Mais vous régnez déjà en dessous. Donc si vous essayez de régner, vous réussissez surtout à prouver à tous les autres et à vous-même que vous n'avez pas conscience de régner déjà. Celui qui règne déjà ne tente pas de régner. Il règne déjà. Ok? Allez, autre chose. Alors, question. Numéro 26. Quel est le rôle du corps physique pour la conscience?
Et à l'inverse, quel est le rôle de la conscience pour le corps physique? Alors voilà, je vais répondre. Bon, le Bouddha, il avait l'habitude de répondre avec juste un geste. Il montrait une fleur, il montrait un arbre. Alors moi, je vais vous enseigner juste avec ça. Voilà. Je vais le mettre droit, c'est pas facile, c'est inversé. Voilà la réponse à la question. Oh, comment il y va, lui? Qu'est-ce qu'il raconte? Quel est le rôle du verre pour la menthe à l'eau qui est dedans? Comment dire? Si le verre disparaissait, j'en prendrais plein les cuisses, et toi aussi. Donc le rôle du verre est de contenir son contenu, en un seul mot, hein, qui est la menthe, l'eau à la menthe dedans. Quel est le rôle de la menthe par rapport au verre? De permettre au verre d'avoir un but, d'avoir une raison d'être, une raison de vivre, une raison d'exister, une raison d'avoir cette forme-là qui permet de contenir de l'eau ou un liquide quelconque. Bon, ça aurait pu être de la bière, mais après j'aurais eu mauvaise presse si je vous avais monté un verre de bière. Donc là je me la pète, j'ai caché le verre d'alcool, donc là je vous montre. Il est vide. Il est vide, le voilà, verre d'alcool. Voilà, le verre d'alcool est vide. Vous voyez, par exemple, ça c'est un verre heureux. Il est heureux qu'il puisse remplir sa fonction. Maintenant, voici un verre malheureux. Passe-moi le verre malheureux. Écoutez les sanglots. Voilà, ce verre est malheureux, pourquoi? Parce qu'il est vide. Sa vie est vide. Sa vie n'a aucun sens. Sa vie, pas sa vie. Sa vie n'a aucun sens. Il se dit, à quoi sers-je? Heureusement que ça s'appelle pas Serge. Voilà, il se poserait la question. À quoi sers-je? De toute façon, tout est pareil. Que je sois à l'envers ou que je sois à l'endroit, ma vie n'a aucun sens. Elle n'a aucune direction, elle n'a aucun but. Je ne sers à rien, ni... J'ai du mal à tenir droit, voilà. Ni à... Je dois être tordu comme mec. Voilà, je ne sers à rien, ni à personne. C'est la caméra qui est... Oui, mais c'est la faute de la caméra, c'est pas moi. C'est la caméra qui est tordue, c'est la caméra qui a été mal élevée et qui n'a pas levé tous les schémas mentaux qu'elle avait à l'intérieur. Voilà. C'est que moi je suis parfait. Voilà. Donc le verre, je vais y arriver à le tenir droit, voilà. Le verre, il a aucun sens ce verre-là. C'est un verre vide. Donc sa vie est vide. Vous voyez, il n'a aucune... comment on appelle ça? Il n'a aucun destin joyeux. Voilà. Quel donc, avenir? Voilà. Si vous êtes comme un verre vide, et non pas à moitié vide, mais vide, vous aurez l'impression que votre vie ne sert à rien à personne, même pas à vous-même. Il n'a pas d'utilité ce verre, même pas de... En tant que lui, il ne peut pas justifier sa présence. Par contre, ce verre-là, je vais essayer de ne pas le mettre à l'envers, sinon ça fait un peu... Voilà. Ce verre-là, hein, comme quoi on peut être ésotériste et être con. Hein. Je ne sais pas pour moi. Hein. Toi, tu te débrouilles, tu t'assumes. Voilà, donc... ce verre-là a trouvé un sens à sa vie. En plus, il me sert à boire. Hein, donc voilà. Hein. Donc voilà quelqu'un qui n'a pas honte de servir son prochain. Le prochain étant moi, surtout. Hein, dans l'occurrence, voilà. Je te prête pas, c'est mon verre. Donc très égoïstement, il me sert moi. Et moi, je me sers du verre et lui, il me sert. Et nous nous servons mutuellement. Parce que grâce à mes besoins, il a un sens à sa vie. J'ai besoin du verre. Mais j'ai besoin d'un verre plein. Donc ça remplit le verre, en plus de remplir mon estomac, ça remplit pas ma vie, mais ça remplit mon estomac et ça étanche ma soif. Bien, vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'il dit comme connerie celui-là? Le rôle du corps physique, c'est la même chose. Sans corps physique, on ne pourrait pas exprimer la conscience. Imaginez que la conscience est comme un gaz. D'accord? Un gaz rare. Ouais, il est rare qu'il y ait du gaz, mais celui-là c'est un gaz rare. Donc ce gaz est là dans l'air. Et ce gaz, quand un être humain le respire, il se met par exemple à rire. C'est un gaz hilarant. Hein? Bon. Il se met à rire. Alors moi je vous pose la question. C'est un gaz qui est inodore. C'est un gaz qui est incolore. Comme d'ailleurs on me dirait, c'est le propre des gaz. Hein? Bon. Faut pas avoir des gaz, c'est encore autre chose. Ça, si on a des gaz, c'est plus la même chose qu'on les respire. Mais là, c'est un gaz hilarant. Hein? Donc on se met à se pisser de rire dès qu'on respire ce gaz. Alors moi je vous pose la question. Le gaz est là, vous le voyez pas, vous le sentez pas. Comment savez-vous que c'est un gaz hilarant? Sans un corps physique humain pour se bidonner comme un fada. Vous pouvez pas. Donc, en donnant cet exemple un peu tiré par les cheveux, si j'ose dire, si tant est que le gaz ait des cheveux, on peut imaginer que le corps humain sert de support à la conscience, et c'est à travers le corps humain que la conscience peut s'exprimer. Alors, je dis pas qu'il faut à tout prix un corps humain pour que la conscience s'exprime. Je dis que pour nous, ce qui nous intéresse, parce que sous la main, on n'a pas trop d'extraterrestres, là, non? On n'a pas, sous la couverture, non, il n'y en a pas non plus. Donc, caché dans les WC, non plus. Non. Donc, du coup, comme on n'a pas d'extraterrestres sous la main, ou d'êtres qui soient
on n'a que des êtres anthropomorphes, c'est pas un gros mot, hein. Par exemple nous deux, donc vous voyez que nous deux, la conscience s'exprime. Bon, à mon avis, il doit y avoir des soucis chez moi, parce qu'au passage, ça crée des conneries, mais bon, ça dit beaucoup de conneries, mais je veux dire par là que la conscience peut s'exprimer à travers le corps, mais avant de rentrer dans le corps physique, elle rentre dans le corps psychique, et c'est dans le corps psychique qu'il y a les blocages énergétiques. Sinon, à chaque jour de notre vie, nous devrions être, allez, sur 24 heures. On va lever, alors on est gentil, on va lever 12 heures pour le sommeil, pour le repas, parce que c'est pas recommandé de rire en mangeant, sinon on peut s'étouffer. Tous ces moments où on n'est pas obligé de rire, aussi quand on fait l'amour, parce que sinon ça peut faire poser des questions. Parfois c'est sympa. Oui, mais au partenaire, il peut commencer à croire qu'on se moque de lui. Vous voyez, vous imaginez, le mec qui se met sur la femme, il commence à la pénétrer, la femme... Ben, il va dire, excuse-moi chérie, mais c'est quoi qui te fait rire? J'espère que c'est pas ma volonté de te donner du plaisir. Sinon la volonté elle va baisser rapidement. Bon, c'est ça la volonté, elle est liée. Bon, bref. Et donc, mais on va dire que si 12 heures par jour au moins, vous n'êtes pas heureux, vous n'êtes pas dans la joie, vous n'êtes pas dans le plaisir, alors attention, c'est votre joie, c'est votre plaisir. Ça aussi, très important. Si quelqu'un vous dit un jour, ah, ton rire il est con, ou tu ris trop fort, tu ris trop pas assez, trop ceci, trop cela, ne vous vexez pas. N'écoutez pas nécessairement ce que dit la personne comme étant une vérité absolue. Mais écoutez quand même, on ne sait jamais. Parce qu'en effet, pourquoi vous ririez très fort? Vous avez besoin qu'on sache que vous êtes heureux? Qui? Ben les autres. Ah, j'ai besoin que les autres sachent que je suis heureux ou heureuse. Mais quel intérêt je peux retrouver dans le fait que les autres sachent que je suis heureux? Parce que peut-être qu'ils m'encourageront à me le faire croire. Donc ils vont m'encourager à m'abuser un peu plus. Parce que si je ris fort parce que je veux qu'on sache que je suis heureux, c'est que je suis tout sauf heureux. Seulement je veux qu'on le sache. Non pas que je ne suis pas heureux, mais que je le suis. Donc je veux cacher mon malheur. Et si je cache mon malheur, je n'accéderai jamais au bonheur. Parce que si je cache ce à partir de quoi je démarre, je n'arriverai nulle part. C'est le principe de la planche pourrie, je ne vais pas le faire à chaque fois, mais bon, allez très vite. Vous prenez votre appui sur une planche pourrie, vous passez à travers. Donc si c'est une planche pourrie, votre prémisse de départ, ouais, c'est un pléonasme, mais bon, votre prémisse mentale, le fait de dire, bon, mais je vais cacher le fait que je suis malheureux, pour pas que les autres en profitent, ou me fassent du mal, ou que sais-je comme votre connerie, qui est devenue véritable, parce que véritablement tout le monde pense que c'est vrai. Donc du coup c'est plus une connerie, bien que ce soit véritablement une connerie, mais bon, bref, passons. Donc si tout le monde pense qu'une chose est vraie, elle est vraie pour tout le monde. Alors du coup c'est vrai, mais c'est peut-être faux à l'origine. Hein, c'est une fausse prémisse. Donc si vous avez cette prémisse que vous devez cacher votre souffrance pour paraître heureux, ben vous paraîtrez toujours heureux ou heureuse. Je mets tout au masculin pour simplifier. Vous paraîtrez heureux toute votre vie, mais vous ne le serez jamais de votre vie. Par contre, si vous assumez votre tristesse, votre malheur, vos problèmes, si vous les assumez, et assumer ça veut pas dire ouais, je vais me laisser écraser, ils sont déjà en vous, donc c'est bon, ils ne peuvent pas vous peser plus fort sur la conscience que ce qu'ils le font déjà. Par contre, vous pouvez accepter l'idée qu'ils soient là. Non pas accepter de souffrir, mais accepter que vous souffrez, c'est très différent. Accepter que vous souffrez vraiment. Et là, dès lors, quand vous savez que vous souffrez vraiment, il n'y a plus qu'à se poser une question. Au fait, docteur, pourquoi je souffre? Et la réponse du docteur intérieur, elle va fuser. Tu souffres parce que tu fais des efforts, alors que tu sais bien que par ailleurs, tu n'as pas à les faire. Ok, docteur, mais pourquoi je fais des efforts alors que je sais qu'il ne faut pas les faire? Ben, tu les fais dans l'espoir qu'on t'aime, dans l'espoir qu'on t'accepte, dans l'espoir qu'on te trouve intelligent, dans l'espoir qu'on fasse pour toi ce que tu te refuses à toi-même. Ah bon, et qu'est-ce que je me refuse? De t'aimer, de t'accepter en l'état, ne serait-ce que pour avoir une planche en bon état sur laquelle t'appuyer pour continuer et aller plus loin. Si on n'accepte pas qu'on s'aime pas trop, on s'aimera jamais plus, puisqu'on n'accepte pas la prémisse, on n'accepte pas le départ. Mais si on dit oh mais c'est vrai, bon sang de bonsoir, ça c'est pour les gens plus polis que moi, hein, parce que c'est pas ce que j'aurais dit. Si on se dit waouh mais c'est vrai, je m'aime pas. Et pourquoi je m'aime pas? Parce que je suis comme ça, et on m'a dit qu'il fallait pas. Mais pourquoi on m'a dit ça? Mais c'est leur avis après tout. Mais je m'en fous que c'est mes parents, je les aime par ailleurs, mais je suis pas d'accord, j'aime pas ce qu'ils m'ont dit. Je les aime eux, mais pas ce qu'ils m'ont dit. Je les aime eux, mais pas leur croyance à la con. Alors je vais ôter cette croyance à la con qui est en moi. J'en ai hérité, comme toute autre génétique. Alors à partir de maintenant, je vais aimer ce que je suis, même si je sais par ailleurs que je peux être mieux que ce que je suis pour l'instant. Mais si je pars de la prémisse que je nie ce que je suis au niveau des défauts,
je vais me les farcir toute ma vie. D'ailleurs, en ce moment, il y a une forme de spiritualité très dangereuse. Après, vous en faites ce que vous voulez. Hein. Moi, je suis pas le président de la République, j'ai pas le pouvoir de faire cesser de dire des conneries. Mais je peux vous proposer de moins en écouter certaines. C'est tout. Après, vous êtes libre, hein, j'ai aucun pouvoir sur vous. Hein, sauf si vous pensez que j'en ai... Et j'en aurai pas quand même. Et on part du principe qu'il ne faut pas toucher à ce qu'on est, il faut s'améliorer. Mais comment voulez-vous vous améliorer? Améliorer quoi? Quelle est la prémisse? Allez, je manque de... Ah non, non, je suis parfait. Ok, bah tu restes comme t'es alors, c'était parfait. Pourquoi tu voudrais changer? On pourrait se dire, si je veux changer, c'est que j'aime pas ce que je suis. Ok, très intelligent comme version, mais très dangereuse. Intelligent si vous l'êtes intelligent. Si on vous a permis de l'être quand vous étiez petit. Si on vous a permis d'être librement intelligent. Parce que c'est ça l'intelligence, c'est la liberté. Hein. La liberté de conscience. Pourquoi je changerais alors que tout va bien? Ah ben là, en effet, c'est une question à la con. Mais pourquoi je changerais? Dit la personne en train de pleurer. Pourquoi tu pleures? Je souffre. Enfin, je veux dire, souffrer que je pleure. Ah mais tu peux pleurer, ça me dérange pas. Mais je me pose la question, pas pour toi, mais moi, je te vois pleurer, pourquoi tu pleures? Bon, ben d'accord, je vais te dire, je souffre. Et alors? Qu'est-ce que tu fais pour ne plus souffrir? Ah, je fais rien parce que j'ai appris que si j'essaye de changer, je prouve que je m'aime pas tel que je suis. Waouh! Oh putain, excusez-moi, mais bon, je suis obligé de parler franc là. Oh putain, parce que j'entends ça, moi je prends peur. C'est pas de la spiritualité. Bon, c'est pas de l'ésotérisme, évidemment. Mais c'est même pas de la spiritualité que je... Excusez-moi, mais je la mets un peu en dessous, quoi. Parce que bon, la spiritualité, elle est tellement extériorisée maintenant que bon, on se demande ce que c'est devenu. Mais l'ésotérisme, qui n'est pas encore une fois une tradition, une technique, c'est le fait d'aller à l'intérieur, de se questionner, de dire pourquoi je souffre? Mais parce que je m'aime pas. Pourquoi je m'aime pas? Parce que je suis comme ça, comme ça. Est-ce que tu es vraiment comme ça? Ah, je sais pas. Mais si tu le sais, si tu peux voir que tu es comme ça, et que tu peux voir ce que tu es, c'est que tu ne l'es pas, ce que tu crois être. Eh oui, par exemple, je vois le verre. Comment je peux voir le verre? Parce que j'en suis distinct. Je ne suis pas le verre. Mais si j'avale le verre, je vais sentir que j'ai un problème. Mais si je nie ce problème, je vais crever du verre à l'intérieur de moi. Je vais avoir une occlusion intestinale ou je sais pas quoi. Bon, si tant est que j'arrive à avaler le verre. Mais on avale tellement de couleuvres. Et ces couleuvres, elles tournent et elles nous donnent envie de vomir, mais on n'arrive pas à le faire. Elles nous donnent envie d'évacuer par là-bas, on n'arrive pas à le faire. Le pylore, il refuse de s'ouvrir. L'estomac, il dit non, vous ne passerez pas. Ça me rappelle un film, ça. Hein. Vous ne passerez pas, schmang. Le Seigneur des Anneaux. Voilà, le Seigneur des Nonos. Anneau, c'est le pluriel et au singulier, c'est... non. Non, je le ferai pas. Non, non. C'est un... non plus. Non. Voilà. Et où qu'il est le bougno, ça ne marche pas non plus. Bon, d'accord. Donc à l'intérieur, c'est comme si vous aviez mal digéré quelque chose. Okay, ben, si vous l'avez mal digéré, c'est qu'il vous est resté sur l'estomac. Il est sur l'estomac, alors renvoyez-le. Ah non, non, je veux pas. D'accord, ben, évacuez-le. Il n'y a que deux directions. Hein. Par les mains, c'est difficile. Donc c'est par un des deux, enfin, par la bouche ou par la bouche. Quoi. Donc on ne peut pas l'évacuer par le bas. Ça ne va pas passer. Le pylore refuse de s'ouvrir. Vous savez, le petit clapet là-bas. Par le haut, ben, on n'a pas la force de le... On n'a pas la force, hein, vous notez, de le vomir. On se dit, oh là là, si je vomis ça sur quelqu'un, comment il va le prendre? Ah ben mal, hein, si vous lui dégueulez dessus, il va mal le prendre. Mais si vous lui dites, je vais te dire ce que je pense de toi depuis toujours, il va dire, ouais. Tu n'aurais pas pu me le dire au début de toujours? Parce que toujours, c'est long. Il y a un début à toujours. Hein, quand tu étais petit, que je te faisais chier, pourquoi tu ne me l'as pas dit? Ben parce que j'étais petit et que tu avais le pouvoir de me faire chier. Maintenant, je suis grand, j'ai le pouvoir de te dire. Mais on le dit trop tard, on le dit. Alors du coup, quand c'est trop tard, ben, on n'ose plus. On ne peut pas dire à sa mère, à son père, je t'aime, mais je t'ai détesté à un moment donné. Parce que tu m'as fait ça, tu m'as fait ça. Et que va faire la mère? Ben, elle va se défendre. Pourquoi elle va se défendre? Ben, parce qu'elle va se sentir attaquée. Et pourquoi elle se sent attaquée? Où elle le sent, l'attaque? Ben dedans. Ben, pourquoi elle croit que ça vient de dehors? Ben, parce qu'elle le savait très bien qu'elle le faisait, que c'était pas bien. Tout le monde sait, en faisant du mal, que c'est du mal. Tout le monde. Maintenant, on peut justifier le mal. Alors du coup, c'est pas parce qu'il est justifié que c'est du bien. Ça nous fait du bien de faire du mal, c'est tout. Et c'est la seule justification qu'on pourrait arriver à trouver. Donc, une personne... Attends, c'était quoi? Ouais. Une personne qui comprend que le rôle du corps physique, c'est de parler quand la conscience n'est plus capable de le faire, ça vous rappelle rien? Un certain maître de Galilée qui a dit, si je me tais, les pierres parleront à ma place. Pierre, Pietrus, Pietra. Après, il a dit un jour, en s'adressant soi-disant à Simon, qu'il a renommé Pierre, hein, pour bâtir son église, il fallait une pierre, il fallait un fondement. Donc il dit à Simon, il lui dit, tu es pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Mais l'église du Christ, c'est le corps humain. L'église de la conscience, c'est le corps physique. Quand vous sentez que vous allez vomir ce que vous avez mangé,
Posez-vous la question, est-ce que mon corps pense que c'est bien? Oui, pose-toi des questions pour te prendre pour un con un peu plus. Mais non, le corps il pense pas. Il sait que c'est mauvais, il renvoie tout. Et nous, ça nous plaît pas de tout renvoyer, parce que ça nous rappelle des souvenirs. Vomir, c'est comme vomir, c'est le verbe. Et l'estomac, c'est tout ce qui nous est resté sur l'estomac. Alors on se dit, si je vomis des aliments, ça va. Mais qu'est-ce qui m'a alimenté ma vie durant? Des peurs, des doutes, des rancunes. Mais c'est tout ça que je vais vomir? Ah, vous me promettez que c'est juste le poisson qui était pourri que j'ai mangé que je vais vomir? Là, ça va, bien que je vais un petit peu baliser. Mais si ça s'arrête là, ça va. Mais j'ai peur que ça aille plus loin. Alors, on a ce réflexe psychologique, hein, pour ceux qui ont peur de vomir, ben, voilà, hein, tant vous savez pourquoi. Ben, on a ce réflexe psychologique d'avoir peur de dire tout ce qu'on a sur la conscience. Et les gens qui sont éveillés, de tout petit, il y en a malheureusement, hein, pour eux, parce qu'ils en prennent un peu la tronche, ceux qui sont, plus on est évolué, plus on est éveillé, jeune, et plus on en a gardé sur l'estomac. Et au moment où on ouvre la bouche, mais on détruit des vies. Parce qu'on sait plein de choses, on les a gardées pour soi. Mais on sait des choses sur des gens qui nous ont fait du mal. Et maintenant, c'est trop tard, c'est trop fort, c'est trop puissant, ça va trop casser. Alors avant d'en arriver là, je m'adresse aux jeunes, essayez des tout petits vomis. Hein, voilà. C'est-à-dire que dès qu'il vous vient une idée qui n'est pas bonne, ben faites le réflexe de j'en vomis à l'idée. Ne pas confondre avec j'en jaunis à l'idée. Hein. Voilà, parce que le foie qui peut vous faire vomir peut vous faire tout jaune, et si vous êtes jaune, vous en jaunissez à l'idée. Voilà. Donc, il faut essayer de se déculpabiliser. Mais ne vous videz pas sur les autres, sur les gens, sur votre famille. C'est pas la peine. Aimeriez-vous que plus tard vos enfants vous fassent des reproches? Non. Rien que le mot reproche, waouh, j'ai fait de mon mieux. Ça ne veut pas dire que tu as fait au mieux. Tu as fait de ton mieux. Mais ce n'était pas nécessairement le mieux. Ce que vous faites pour vos enfants n'est pas nécessairement le mieux pour vos enfants. Mais c'est le mieux que vous puissiez faire selon vous et pour vos enfants. Ça fait beaucoup de selon soi. Hein, bon. Moi, selon moi, j'agis sur moi. Mais j'aurais une trouille bleue. Des fois, on me dit, ouais, ce que vous avez dit, c'est terrible. Non. À moins que les gens qui disent ça aient une superstition qui est basée sur une réalité. Et vous vous rendez compte, si les gens vous suivent, pourquoi ils sont cons? Ben non. Ben si. S'ils me suivent sans réfléchir et que parce que j'ai dit une chose, ils vont en faire une vérité, c'est qu'ils ne méritent pas d'être conseillés et aidés, ces gens-là. C'est des pauvres gens. C'est des pêcheurs, c'est des pauvres. C'est des pauvres de l'esprit, c'est des beati popore spiritu, ouais, mais bon, on dit beati popore spiritu en latin, ça veut dire bienheureux les pauvres en esprit. Le royaume des cieux leur est ouvert, mais la connerie aussi peut leur être ouverte si les pauvres en esprit sont pauvres à cause de leur esprit. Pauvre en esprit ne veut pas dire bête, ça veut dire je pense pas trop, donc je vis beaucoup. Hein, je pense pas ma vie au lieu de la vivre. Mais si vous pensez que parce qu'un tel a dit ça et qu'il est renommé, ça peut influencer, allez, c'est toujours aussi con, hein, parce que renommé ou pas, moi, quelqu'un qui est très en vue et qui dit une chose que j'aime pas, je vais dire c'est con. Et hop, je passe à autre chose. Je vais plus ne pas l'aimer parce qu'elle a dit une connerie, la personne, dans sa vie, mais je sais bien que c'est une connerie. Et en tout cas, pour moi, ça l'est. Donc je la suis pas. Mais les gens qui sont faibles, qui sont habitués à dire oui mon adjudant, dès qu'on leur dit le dernier qui parle les embarque, comme on disait avant, c'est-à-dire le dernier qui parle les influence. Et si on revient parler une avant-dernière fois, ça les influence. Regardez pourquoi les gens, vous n'avez pas remarqué cette manie qu'ils ont, hein, après j'en reviendrai sur le corps, cette manie qu'ont les gens quand ils discutent, ils veulent avoir le dernier mot, que ce soit par écrit ou que ce soit verbalement. Ils veulent pas que l'autre ait le dernier mot. Pourquoi? Ben ça vient de la prémisse, elle est simple à trouver. Ils sont habitués à être influencés par le dernier qui parle. Autrement dit, si quelqu'un, ils vont demander conseil aux gens, ce sont les gens les plus influençables, hein, qui veulent avoir le dernier mot. Ceux qui ne le sont pas, ils s'en foutent. Ils n'en ont rien à foutre que vous ayez le dernier mot ou pas. D'ailleurs, ils vous le donnent, comme ça ils s'en débarrassent. Hein. Le dernier mot, c'est pour les faibles, donc ils se débarrassent de leur faiblesse à la limite. Hein. Donc du coup, vous avez par exemple une personne qui va vous dire tiens, puisque tu me donnes un conseil, tu devrais faire ça. Et nous on dit ah c'est pas con. Il en arrive un autre, non mais ça c'est con ce qu'il t'a dit, tu devrais faire ça. Ah oui d'accord, ben j'avais pas pensé. Et en fait si vous êtes un peu, bon j'allais dire un gros mot intelligent, non mais si vous êtes un peu pas trop con, vous vous apercevez que chaque fois que quelqu'un vient ajouter son grain de sel, vous êtes impressionné par ce grain de sel, vous êtes influencé par les autres. Alors vous vous dites, mince, mais maintenant il va falloir que je mette un terme à tous ces conseils, parce que dès qu'il va en arriver un autre, je vais le suivre, il va en arriver un autre, je vais péter un câble, je vais devenir fou. Ou je vais réaliser que je ne suis pas équilibré, ce qui est pire que tout. Si les autres me disent que je suis fou, c'est pas grave, mais si moi je me le dis, je suis mort. Vous voyez, je n'aurai plus rien contre moi,
j'irai plus rien pour moi si je suis contre moi. Donc du coup, ben, les gens ont ce truc de vouloir avoir le dernier mot parce qu'ils se disent au moins je vais l'influencer, il est comme moi. Ils partent de la prémisse que tout le monde est comme eux, ce qui est assez bête, mais bon, c'est une prémisse, hein, voilà. Et ils se disent si je place ma phrase ou mon mot écrit en dernier, pouf, j'aurai le dernier mot. Donc, vous voyez, c'est une marque de faiblesse. Après, il y a une autre manière de voir les choses. Attention, hein. Il y a par exemple des gens qui vont, par exemple, vous allez écrire souvent quand on fait des vidéos sur YouTube, mais direct avec le chat à côté, il y en a qui trouvent intelligent de venir critiquer, mais pas critiquer du genre je suis pas d'accord et je vais m'expliquer, mais c'est des fois c'est des saloperies qu'ils racontent, mais on a envie de dire, mais t'as été élevé par des porcs. Je sais pas, t'as été élevé dans la jungle, t'as été encore dans la jungle, tu aurais été mieux éduqué. Il y a des gens qui savent pas se tenir. S'ils sont pas d'accord avec vous, vont vous traiter de cons. Et ça, ce sont les plus évolués des cons. Hein, voilà. Donc, je veux dire que les gens partent d'eux. Évidemment qu'ils savent qu'ils sont cons. Donc tout le monde est con, puisque leur œil est l'œil d'un con. Un con ne voit que des cons. Hein, il se reconnaît dans les autres. Voilà. Donc du coup, il faut bien comprendre que si vous avez affaire à des gens qui font ça, il faut les mettre dans l'incapacité de le faire. Mais c'est pas les faire taire parce qu'ils n'ont pas pu ouvrir leur bouche, donc vous ne le faites pas taire. C'est que quand vous voyez que quelqu'un, par exemple sur Internet, quand je fais les lives sur Facebook, j'ai coupé le chat. Pourquoi? Parce que de toute façon, j'ai pas besoin qu'on m'en sens, qu'on me dise ouais, c'est bien ce que tu as dit, c'est plaisant. Pourquoi c'est plaisant? Parce que ça va faire des bonnes harmoniques, ce qu'on appelle. Quand quelqu'un vous aime bien, ben les vibrations sont agréables. Quand quelqu'un dit ouais, il est super, il est beau, il est soigné, il en a une grosse et tout, de vérité, voilà, ou il en a deux d'oreilles, etc. Quand on vous encense, sans non plus exagérer, ben ça veut dire qu'il va y avoir une bonne ambiance, c'est agréable. Quand la personne veut vous critiquer, ça veut dire qu'elle veut vous casser le moral. C'est une destructrice d'ambiance. Toute personne, non pas qui critique intelligemment, mais qui vient, qui sort des saloperies, il faut les mettre dans l'incapacité de s'exprimer. Ils ne s'expriment pas, ils vomissent et ils font popo sur les autres, c'est tout. Hein, c'est par les deux orifices qui crachent leur merde. Voilà. Donc ils n'ont rien d'autre de bon à mettre. Donc, vous cliquez sur, hop, pas de commentaires. Alors bien sûr, ceux qui avaient quelque chose d'intéressant à dire, eh ben, ils vont se prouver eux-mêmes qu'ils sont intéressants. Mais ils vont pas pouvoir le dire. Et ceux qui ont des conneries à vomir, ben ils vont pas pouvoir le faire. Et dans les deux cas, il vaut mieux empêcher de détruire que permettre de construire. Il y a assez de choses construites. Surtout si on s'est construit notre propre individualité. Donc pour en terminer avec ça, le rôle du corps physique pour la conscience, c'est de lui permettre un mode d'expression de plus en plus riche. Alors on n'enrichit pas, contrairement à ce qu'on pourrait enseigner par ailleurs, on n'enrichit pas le rendu de la conscience en développant des facultés psychiques. C'est faux. Je suis désolé hein, si je casse la baraque à certains, mais encore une fois, c'est mon avis. Ils peuvent dire celui-là il dit des conneries. Et voilà, c'est réglé. Mais s'ils le prennent mal, c'est que justement, ça les a affectés. Et si ça les a affectés, c'est que c'est vrai. Bon. Mais moi, je sais que c'est vrai, mais après, c'est mon problème, hein, c'est chacun sa merde. Mais si vous développez des facultés psychiques, vous allez simplement activer votre ego, vous allez simplement permettre à votre ego de à nouveau se remettre à espérer avoir un contrôle sur les autres et sur la vie, hein, que c'est surtout les autres, puisqu'on compte sur eux pour vivre. Donc voilà. Donc il faut comprendre une bonne fois pour toutes que nous n'avons aucun pouvoir sur les autres. Et là, si faculté il y a, faculté elles arrivent. Elles arrivent parce qu'elles vous permettent de faire des choses pour vous, en vous, sur vous. Et les autres, ben, ils ont qu'à faire pareil. Vous ne prenez rien aux gens quand vous leur donnez rien. Mais vous leur prenez beaucoup si vous leur donnez l'occasion de croire que, qu'ils ont besoin de vous. On n'a pas besoin des autres. Au début, on a besoin des autres pour apprendre qu'on n'a pas besoin d'eux. C'est assez comique. Mais c'est la seule façon au début. Au début, on a besoin des parents pour qu'ils nous permettent de grandir. Et après, on se passe d'eux. Mais ils n'aiment pas trop, mais bon, on se passe d'eux. Bon. Mais là, le corps physique permet l'expression de la conscience. Qu'est-ce qui peut éventuellement bloquer l'expression de la conscience? Le fait qu'on ne sorte pas de son corps, qu'on ne fasse pas ceci, pas cela? Non, quand on le fait, la plupart des gens qui le font pour les autres. Ils le font pour le raconter, ils le font pour... Voilà. Bon, après, chacun son truc. Hein. Je critique pas, mais j'exprime. Et c'est évident. Moi, si je sors de mon corps, c'est personne qui va le savoir. Ça me regarde moi. C'est mon corps, c'est moi qui sors. Je me démerde avec moi, c'est mon problème, c'est ma solution. Et je ne suis pas venu pour enseigner aux autres ce que je vis moi. À la limite, je pourrais éventuellement leur enseigner comment se démerder de sortir de leur corps. Et après, ben, s'ils veulent me raconter une fois, deux fois, c'est enthousiasmant, on est tous comme des enfants, hein, dès qu'on arrive à faire un truc psychique, on est tout content, on veut que tout le monde le sache. Mais si je les encourage dans ce sens, c'est pas bon. Il faut que chacun s'occupe de ses fesses psychiques. Hein, voilà.
Donc, qu'est-ce qui peut empêcher la conscience de s'exprimer? Les blocages émotionnels, les blocages énergétiques, les tampons d'énergie stagnante, ce qu'on appelle quand c'est l'énergétique, les programmes mentaux quand c'est mental, quand c'est relatif au fonctionnement de l'esprit. Si vous ne savez pas comment fonctionne l'esprit, vous ne pourrez pas vous débloquer le mental. Si vous ne savez pas pourquoi, comment circule l'énergie en nous, et pourquoi des fois d'un seul coup ça arrête de circuler, vous êtes en danger. Vous n'êtes pas en danger de mort, bien que ça crée des maladies à force, mais vous êtes en danger d'inexpression consciente. Ça veut rien dire, je sais, mais bon, j'invente des mots pour expliquer des choses qu'il n'y a pas de mots prévus pour. Donc, pourquoi les gens sont si peu évolués? Parce qu'ils ne sont pas conscients. Quand on est conscient, on est évolué. D'ailleurs, le mot évolution ne devrait même pas exister. On évolue naturellement, sauf si on bloque notre évolution en bloquant la réalité parce qu'elle nous déplaît, parce qu'elle va à l'encontre de ce qu'on nous a enseigné. Eh bien, virez ce qu'on vous a enseigné. Gardez le live. Vous voyez un arbre qui pousse jusqu'à 50 mètres de haut. Je ne sais pas si c'est possible, mais j'ai inventé un exemple. Et vous apprenez que cet arbre-là, on va dire un platane, allez. Le platane pousse à 30 mètres maximum, dit le scientifique qui a beaucoup appris dans les livres. Et des autres, si possible. Donc il faut citer les sources, vous savez. Donc à force de citer les sources, on cite surtout des conneries qui ont été sourcées. Bon. Et donc, vous voyez un platane de 50 mètres de haut. Alors vous avez envie de dire, ce platane, il fait un geste symbolique à tous ceux qui pensent qu'il doit s'arrêter à 30 mètres. Lui, il emmerde les gens qui sont instruits, parce qu'il fait 50 mètres. Voilà. Alors vous regardez, vous dites, oh, voici un platane de 50 mètres de haut. Et vous ne comparez pas le platane qui est du live, du vivant, du réel, avec des connaissances à la tronche des gens qui ont couché sur papier, qui ont dit attention, et tu cites les sources. C'est qui les sources? C'est moi. Donc tu me cites moi, enfin tu cites les sources. C'est quoi ce besoin égotique de citer les sources? Ensuite, c'est pas bon en plus. Vous êtes votre propre source, et vous allez voir que la vie va sourdre de vous. Et vous arrêterez d'être sourd à la vie. J'adore ce mot sourdre. Le verbe sourdre, on l'emploie plus. On dirait qu'on dit il est sourd celui-là. Non, justement, c'est ma source qui veut sourdre. Elle veut sortir. Mais je suis sourd à l'appel de la vie. Parce que la vie, elle m'appelle, mais j'ai pas envie de l'écouter. Et pourquoi? Parce qu'elle me dit des choses qui me dérangent. Elle te dérange toi? Non, exactement, elle dérange des choses qui sont en moi. Et quelles sont ces choses en toi qui sont dérangées et que tu t'associes au dérangement? Si vous me suivez. Ça veut dire que simplement, dedans, ça nie ce que la vie dit. D'accord. Donc l'instruction intellectuelle est supérieure à la vie. Ah non, si. C'est ce que tu es en train de créer comme loi. Cette loi ne passera pas. Cette loi, elle te restera en travers de la gorge, elle te restera sur l'estomac, et jusqu'à ce que tu vomisses toutes ces conneries, toutes ces certitudes. La vie est mouvement, et on a une certitude. Boum. On a pris une photo. La vie, c'est ça, clac. Non. Mais pourtant si. Oui, tu as pris le platane quand il avait 3 ans. Ah, il n'était pas bien haut, Mais là, il est grand, il a 100 ans, il n'est plus là. Il fait 50 mètres de haut. Vous voyez, c'est un exemple. Là, il y a des arbres qui peuvent peut-être monter à 50 mètres de haut, je ne sais rien. Ou 30, peu importe. Mais vous avez pris une photo. Et cette photo, vous en faites une loi. Voilà ma source. Un platane, il fait 1,20 m de haut. À quel âge? Là. D'accord. Et d'un coup, mais lui, il fait 25 mètres. Ah non, c'est pas possible. Et ce que je vois, ce que tu vois, c'est une illusion. Et à partir de cette photo, on va se foutre dans une merde folle. Et après, on sera obligé de cautionner la photo, de justifier la photo, et on va s'enfoncer un peu plus à cause d'une simple photo. Vous savez, c'est un peu le principe du Big Bang. Le Big Bang. On est dans la merde maintenant. Celui qui pourrait prouver que le Big Bang n'a pas existé, parce que pour moi, c'est une vaste connerie, mais bon, passons. Il peut pas. S'il est scientifique, il va se faire rejeter par les scientifiques. Parce qu'eux, ils continuent à citer la source. C'est une sacrée source. C'est un peu tari, mais bon, entre le temps. Vous voyez? Ou les grands scientifiques du passé qui ont eu le prix ceci, le prix cela, on ne va pas les faire passer pour des cons. Si eux sont des cons, tous les autres le sont aussi. Donc du coup, on est obligé de s'enfoncer là-dedans. Alors on va chercher des techniques, des machins, pour justifier le fait qu'il y a eu un Big Bang. Voilà, bon, ça a explosé. Et en explosant, il s'est agencé comme ça par l'opération du Saint-Esprit. Et ça a donné l'être humain, ça a donné l'évolution, ça a donné, non pas l'intelligence, parce que ça sous-entendrait que quelque chose est derrière, mais non, ça a donné un hasard. Voilà, au hasard, ploum ploum. Et tout ça pourquoi? Parce que le scientifique, la première chose qu'il a découverte, c'était la plus importante. Nous ne maîtrisons rien. Et au lieu d'expliquer ça, il s'est inventé un Big Bang. Voilà, ça a explosé, et c'est vrai qu'une explosion, essayer de la maîtriser, on en dirait des nouvelles. Je prends une grenade, je la dégoupille, je l'envoie,
Et la grenade, en explosant, elle va former des formes intelligentes qui vont évoluer, qui vont se prendre en main, qui vont manifester. Oui, bien sûr. Ouais, et la marmotte, et le papier alu, etc. Mais vous voyez, ça, quand on est trop instruit, on ne peut plus être intelligent. Ce n'est plus possible. On n'est plus dans la capacité, on n'est plus dans l'état d'esprit de pouvoir être intelligent. L'intelligent, c'est celui qui regarde la nature et qui dit, voici un arbre qui fait 30 mètres de haut. Ah, donc tous les arbres de cette... Alors le mec est instruit, il va dire, tous les arbres de cette variété font 30 mètres de haut? Non. Celui-là, il fait 30 mètres de haut. Et sinon, fais comme moi, découvre, va dans la nature, arrête de croire que tu sais tout et apprends de la vie directement. Voilà à quoi sert le corps, à manifester une conscience qui peut circuler d'une manière avec abondance. L'abondance, c'est la conscience qui circule abondamment dans tout le corps. Et là, vous êtes dans l'abondance. Voilà. Là-dessus, je vais me taire. Voilà, cette vidéo va s'achever parce qu'on va manger et que c'est prêt. Ah oui, et puis je ne sais même pas si c'est pas des frites, alors je vous dis pas un petit peu comme je suis excité brusquement. C'est ça. Voilà. Allez, qu'est-ce qu'on est dimanche? Bonne semaine à vous. Non, semaine c'est demain. Bon dimanche. Alors, bon dimanche. Semaine. Et bon début de semaine prochaine, que bientôt elle arrive parce qu'elle est prochaine. Et prochainement elle sera là. Ciao, ciao. À tout le monde. Ciao.